Je comprends pas. Je vous jure, j'essaie de comprendre et je fais de mon mieux pour comprendre et pour me mettre à la place des gens qui ont regardé tout le film. Après, ils sont arrivés au générique de fin, quand le film était terminé, ils se sont dit ça c'est de la merde, ça c'est nul, ça c'est dégueulasse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania d'une façon 100% avec spoiler. Et oui, j'ai enfin regardé le film un tout petit peu en retard, je vous l'accorde, mais en allant regarder le film, je m'attendais à je ne sais pas quoi. Parce que je sais pas si tu suis un peu le domaine, si tu suis vraiment un minimum le domaine, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube, il n'y a pas une seule personne qui a dit que ce film il est bon. Tout le monde a littéralement craché sur le film. Il n'y a que du négatif, il n'y a que des critiques négatives. Il y en a qui ont osé le comparer à Thor 4, à Venom, Let There Be Carnage et compagnie. J'ai pas compris. Et du coup, quand j'étais en train de regarder le film durant ma séance, j'attendais le moment. En fait, chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, je me dis il est où le moment qui a fait que les gens n'apprécient pas ce film? Il est où le moment où les gens se sont dit ok, ça c'est de la merde? J'ai pas compris. Et je suis arrivé au générique, je me suis dit attends, peut-être qu'on n'a pas regardé le même film, peut-être qu'il y a un problème avec moi, peut-être qu'il y a un problème avec eux, je ne comprends pas. Juste après avoir regardé le film, je vous ai proposé un petit sondage sur Instagram en mode est-ce que vous avez apprécié le film ou non. Et à ma grande surprise, je n'étais pas le seul à avoir adoré le film. Et d'un côté, ça m'a un peu soulagé parce que quand j'ai regardé le film, je me suis dit ok, le problème il vient sûrement de moi. J'aime les films qui sont dégueulasses et j'aime pas les films qui sont bien. Parce que récemment, on en parlait récemment sur la chaîne quand j'avais regardé Black Panther qui a été vendu comme le meilleur film du MCU après Avengers Endgame, le plus beau, le plus je sais pas quoi, le plus je sais pas quoi, les Oscars, je sais pas quoi, ce film, c'était une dinguerie. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, ok, bof, ce film il était bien, c'est pas qu'il était pas bien, et d'ailleurs je t'invite à aller regarder la vidéo sur Black Panther pour bien comprendre mes propos, ce film il était bien, mais il a été vendu comme étant le meilleur film depuis Avengers Endgame, le plus beau, etc. etc. Et personnellement, vous me connaissez en ce qui concerne la CGI, je ne crache pas trop sur la CGI et je ne crie pas trop à la CGI, ou du moins quand la CGI est mal foutue, mais pour le coup, avec Black Panther, je l'ai remarqué. J'ai pas remarqué ça avec ce film-là, avec Ant-Man. J'ai pas remarqué ça avec Moon Knight, là où tout le monde a craché dessus. Mais avec Black Panther, je l'ai remarqué. Black Panther, c'est un très bon film, c'est très loin d'être un mauvais film, mais les gens l'ont vendu comme étant une masterclass de l'espace, je sais pas quoi, alors que quand je l'ai regardé, je me suis dit ok, je l'oublie directement. Black Panther, c'est un film carrément oubliable, n'en parlons même pas des 2h30 qui passaient vraiment très lentement. Bref, cette vidéo c'est sur Ant-Man, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, quand j'ai regardé Ant-Man, j'attendais le fameux moment critique qui allait faire en sorte que je kiffe pas le film, mais désolé pour le dire, et à un certain moment, il faut vraiment dire ce qu'il en est, mesdames et messieurs. Peut-être que vous allez me détester, peut-être que vous allez vraiment pas être d'accord avec mon avis, d'ailleurs l'espace commentaire est là pour ça, mais Ant-Man and the Wasp: Quantumania est très loin d'être un mauvais film. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, je pense qu'il n'y a pas mieux pour débuter la phase 5, il n'y a pas mieux pour bien proposer le personnage de Kang, pour mettre les bases de Kang. Ça a été vendu comme étant un film Ant-Man qui allait poser les bases de Kang, c'est exactement, mais genre vraiment exactement ça, et j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ont trouvé du négatif à ce film, ou pourquoi les gens n'aiment pas ce film, ou pourquoi il est autant critiqué. Quand j'ai regardé le film, j'y voyais que du feu. Pour un film qui est à 90% fait en CGI, parce que oui, spoiler, la dimension quantique n'existe pas, ou du moins aux dernières nouvelles ça n'existe pas, du coup ils ne pouvaient pas tourner là-bas. Ce film est à 90% fait en CGI, j'y ai vu que du feu. Le film est très beau, les plans sont très beaux, les couleurs sont très belles, l'environnement est très bien imaginé. Je n'arrive pas à trouver du négatif à la dimension quantique ou du fait tout simplement que le film soit en 90% fait en CGI. Et les gens n'arrêtent pas de crier à la CGI, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Mais pour le coup, pour un film qui est à 90% fait de tout cela, ça ne dérange vraiment pas. Et franchement, essayez d'aller regarder ce film en 3D et dites-moi ce que vous en pensez. C'est tellement beau, c'est tellement fluide, c'est tellement bien foutu, c'est incroyable. Quand tu regardes ce film, même si ce n'est pas en 3D, en 4K, en IMAX, regarde-le comme tu veux, ce film est beau. Et ça, on ne peut pas le nier. J'arrive pas à comprendre comment des gens ils arrivent à trouver ce film moche alors que Black Panther, ils le trouvaient beau. Black Panther, même moi, je remarque jamais les problèmes de CGI. Pour le coup, avec Black Panther, je croyais jouer à un jeu vidéo durant quelques scènes, pour vous dire. Bref, ça c'est en ce qui concerne la CGI, les effets spéciaux et compagnie. Le film, il était très bien de ce côté-là. Maintenant, revenons un peu vers Kang le Conquérant et vers la mythologie de Kang et vers comment ils ont proposé Kang. Alors, personnellement, j'ai trouvé que ce film, c'était un peu le Infinity War pour Avengers Endgame, qui sera tout simplement Kang Dynasty. Et du coup, Kang Dynasty sera un peu le Infinity War de Avengers Secret Wars. Et du coup, c'est simple.
Ce film a proposé le personnage de Kang. Il a posé les bases. Pourquoi Kang, on a peur de lui? Pourquoi il ne faut pas que Kang s'en sorte? Pourquoi il ne faut pas que Kang sorte de la dimension quantique, etc., etc. Ils ont posé les bases, ils ont posé les enjeux et ils ont très bien réussi à poser les enjeux. Et d'ailleurs, on en parlait hier en live dès que j'avais terminé le film. On avait fait un petit live de quoi débriefer un peu la chose, de quoi vraiment voir vos avis en globalité dans la communauté. On est tous d'accord que Kang a super bien été interprété. Ça, il n'y a pas débat. Tout le monde, même ceux et celles qui n'ont pas apprécié le film, on est tous d'accord que Jonathan Majors était incroyable dans le rôle. Mais il y a pas mal de gens qui t'ont dit ouais, c'est ça Kang, pourquoi genre il est pas si fort que ça, etc., etc. Kang a été très bien introduit durant ce film. Ils ont réussi à garder cet aspect mythologie de Kang, suprématie de Kang, dynastie de Kang en général. Durant 90% du film, on n'osait même pas prononcer son nom. Il était vendu comme le conquérant, comme le roi, comme je ne sais pas quoi. À chaque fois que tout le monde était en train d'en parler, tout le monde avait peur de lui. Il y avait un certain côté résistance, il y avait un certain côté Hunger Games, rébellion, etc. etc. On s'est vraiment aventuré dans le monde quantique pour voir tout ceci du point de vue des gens qui y vivaient et qui habitaient dans la dimension quantique. On voyait à quel point les gens avaient peur de Kang et juste le fait de prononcer le mot Kang, les gens flippaient. Même Janet, elle osait jamais parler de Kang parce qu'elle l'avait connu. C'était un peu aussi grâce et à cause d'elle qu'il était toujours piégé dans la dimension quantique. Quand quelqu'un lui parlait de Kang, elle était matrixée, elle était pétrifiée à quel point elle voulait pas parler de lui. Ils ont réussi à instaurer un Voldemortage. Je viens d'inventer le mot oui, mais ils ont réussi à instaurer un truc en mode Kang, t'as peur de lui. Il était imposant, ils ont montré son imposance parce qu'on l'a pas vu, on l'a vu uniquement après la deuxième heure du film, si je dis pas de bêtises. Durant tout le film, depuis le début jusqu'à la fin, il a été vendu comme le conquérant, le plus grand, le plus fort, mais on n'a jamais prononcé son nom. Quand ils ont prononcé son nom, tout le monde était comme ça, tout le monde avait super peur. Mais qui est Kang en fait? Parce que Kang, quand ils ont interprété la chose, comment ils ont ramené le personnage, comment ils ont ramené la mythologie du personnage, ce mec c'est un seigneur, tu vois. T'as peur de lui, t'as peur de ce qu'il peut faire. Quand tu voyais tout ceci du point de vue de la rébellion, du point de vue de Janet, du point de vue de tout le monde, même le mec, je sais pas comment il s'appelle, le roi du monde quantique qui était avec Janet, lui aussi il avait peur de lui, alors que de base quand Janet était là, ils étaient côte à côte. Bref, quand on va vraiment résumer tout ceci, on se rend compte à quel point ils ont super, mais genre vraiment super bien introduit le personnage de Kang le Conquérant. Juste quand on appelait le Conquérant, quand on savait de quoi il était capable, quand on avait les fameux flashbacks de comment il est arrivé, qu'est-ce qu'il avait fait aux autres mondes, quand il dit qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, c'était imposant, c'était badass, c'était stylé, tu vois qu'il y a une menace. Tu vois qu'il est menaçant ce Kang et ce film a été vendu comme étant un film qui allait proposer le personnage de Kang devant Ant-Man. C'était réussi à 100%. La bataille finale, n'en parlons même pas. La bataille finale, comment il était imposant, comment c'était dark, comment c'était badass. Le mec, durant le combat, on dirait un gorille, comment il criait, comment il était imposant. Le combat, mais qu'est-ce qu'il était violent à un niveau incroyable. Et pour encore plus prouver sa supériorité et le fait que Kang, c'est le plus grand, ça va être vraiment le plus gros méchant du MCU. Juste quand il parlait des Avengers, quand il avait dit qu'il avait tué des centaines de millions de milliards d'Avengers et que le mec, genre, même Thor pour lui c'est rien. Genre il a parlé de Thor, il lui a dit ah oui c'est le mec avec le marteau, c'était pas toi le mec avec le marteau. Genre même pour lui Thor c'est rien, Thor pour lui c'est de l'eau. Genre il a vraiment pris le plus gros exemple de héroïsme et de puissance et de badassitude dans le MCU et pour lui genre il s'est même pas rappelé de son nom ou de qui c'était tellement il en avait tué des centaines de millions de milliards. Et ça, cette imposance, cette façon de faire, cette façon de parler, comment le mec il est vraiment tout calme, il est tout zen quand il parle à Ant-Man, quand il fait quelque chose il contrôle les gens juste avec sa pensée, juste avec sa technologie et tout, c'est incroyable, il est incroyablement bien ramené, incroyablement bien introduit, on voit que la menace est présente et encore plus avec les deux scènes post-génériques quand tout le monde s'est rendu compte que le Kang imposant et tout était mort. Bref, Kang, Jonathan Majors, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, introduction incroyable. Parlons maintenant de MODOK, un personnage imposant, charismatique, badass dans les comics, dans les jeux vidéo, dans toutes les adaptations, qui a fait parler de lui mais à un niveau incroyable avec la deuxième bande-annonce de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, avec sa tête d'œuf et avec sa CGI mal foutue. Déjà la CGI on avait déjà parlé durant le trailer. MODOK c'est un mec qui a une tête à la place de son corps. C'est exactement ça. Ils ont pris la tête de l'autre, ils l'ont mise à la place d'un corps. C'est exactement ça, MODOK. Tu changes, tu mets un acteur un peu froid, c'est un peu je sais pas quoi, un peu bizarre. Ça donnerait un MODOK un peu plus fidèle aux comics. Mais pour le coup, vu que c'était
Ça paye comment l'autre? Vu que c'était Darren Cross, ça ne dérange pas tant que ça, mais on va pas se mentir, ça dérange quand même. Avant toute chose, pour ceux et celles qui vont crier à l'adaptation, au fait qu'ils ont tué le personnage de MODOK, qu'ils ont cassé le personnage de MODOK et tout, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous à 10 000%, MODOK ne s'est vraiment pas du tout fait respecter. Ils avaient une chance de proposer MODOK et ils ont cassé cette chance. MODOK, c'était un peu le running gag du film, on va pas se mentir. Mais le MCU a toujours, et je dis bien toujours, fait ça. Par exemple, prenons en exemple Iron Man 3 avec l'AIM. L'AIM, ils auraient vraiment pu en faire tout un arc scénaristique dans le MCU parce que l'AIM quand même dans les comics, ce n'est pas rien. Au final, on avait Aldrich Killian, il s'est fait défoncer, tout est bien qui finit bien et depuis ce jour-là, on ne l'a plus jamais revu. C'était exactement un peu la même chose avec Ultron qui était un peu plus imposant dans les comics et tout. Il a eu uniquement un film pour lui. Et pour le coup, c'est exactement la même chose avec MODOK. C'est juste MODOK à la sauce MCU, à la sauce adaptation. Ils voulaient faire un personnage running gag, ils ont ramené MODOK. Et pour le coup, je n'ai jamais vu un truc autant approuvé par tout le monde de toute ma vie. Genre, tu le sais, je le sais, ils le savent, Kevin Feige il le sait, tout le monde sait que MODOK c'est du grand n'importe quoi. Et ils sont d'accord avec ça et tout le monde est au courant que tout le monde est d'accord avec ça. Les mecs, ils ont même proposé un poster avec MODOK avec un sourire dans le sens où le mec c'est du n'importe quoi. Durant une scène dans le film, après quand Cassie l'a vraiment défoncé, elle a fait demi-tour, elle lui a dit MODOK arrête d'être un connard. Comment vous dire que ce personnage, qu'est-ce qu'il était drôle durant le film et qu'est-ce que c'était n'importe quoi. Et ce qui fait qu'il n'est pas si dégueulasse que ça en tant que personnage, c'est que tout le monde sait que c'est du n'importe quoi ce personnage. À la fin, quand il a été sur le point de canner, il a dit à Scott, il lui a dit Scott, tu as toujours été comme un frère pour moi. Et après, lui, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Moi, quand j'ai regardé le film, quand j'ai écouté cette scène, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai raté un épisode? J'ai raté un spin-off? J'ai pas vu une série? J'ai pas vu telle ou telle chose? Après, même Scott, il s'est posé la même question. Il lui a dit, attends, sérieux, vraiment? Après, il lui a dit, oui et tout. Tu vois à quel point le mec, c'était une blague. MODOK, c'était une blague. Même quand il était devant Kang, c'était une blague. Quand il a crevé, il est arrivé, il lui a dit, je veux pas être un connard, je sais pas comment il s'est appelé. Quand Cassie l'avait appelé, il est arrivé, même quand il était en train de crever avec sa salive qui sortait et tout sur son costume, comment il était moche, comment c'était du n'importe quoi. Tout le monde savait que c'est n'importe quoi et j'espère au moins qu'on aura un vrai MODOK parce que pour le coup ce MODOK là il m'a pas vraiment dérangé parce que tout le monde sait que c'est du n'importe quoi en fait et c'est ça qui a fait un peu la chose et du coup voilà, MODOK ce n'est pas une si comment dire, ce n'est pas une si grosse perte, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a le multivers, on peut quand même nous proposer un gros MODOK bien badass, bien charismatique et tout. Mais pour le coup, pour ce qu'il a été vendu comme étant un personnage drôle, un personnage running gag et tout, c'était exactement ça. Et personnellement, ça ne m'a vraiment, genre vraiment pas dérangé. En ce qui concerne la bataille finale, comment vous dire à quel point elle était épique, c'était vraiment incroyable. Comment Scott a poussé sa fille et juste après, il s'est fait défoncer à un niveau incroyable par Kang. Et là, on a Hope qui arrive. Genre, imagine la symbolique de la chose. Elle a tout sacrifié pour venir l'aider et même ils ont été piégés tous les deux dans le monde quantique, même s'ils ne savaient pas là où ça allait et tout. Elle est quand même arrivée, elle lui a quand même sauvé la vie. C'était vraiment incroyable. La scène dans laquelle il a plongé pour aller rechercher le cœur là pour sauver Cassie et tout, elle était aussi incroyable. Comment aucun Scott n'était d'accord avec l'autre. Et là, on a le Scott de Glacier là qui arrive de nulle part. On ne savait pas d'où comment ça se passait. Et là, quand Cassie était en train de lui parler, tout le monde s'est mis à se serrer les coudes et tout. Ça aussi, c'était d'une symbolique incroyable et je vais pas vous mentir que j'ai trouvé vraiment la scène super belle. Ils ont aussi réussi à donner un certain enjeu, une certaine envergure à Hank Pym parce qu'il servait pas vraiment à grand chose durant tout le film. Et après, avec ces fameuses fourmis super méga intelligentes et compagnie, ils ont réussi à en faire quelque chose quand même. C'était vraiment super cool. Le personnage de Janet, je m'attendais vraiment, mais genre vraiment pas à apprécier autant Janet Van Dyne. Elle était incroyable avec son background avec Kang. À quel point quand chacun parlait de Kang, elle était dans les nuages, elle voulait pas parler de lui. D'un côté elle avait des remords, d'un côté elle avait peur. Janet elle était incroyable, c'était un peu aussi leur guide dans le monde quantique. Ça se voyait qu'elle avait bien survécu, qu'elle connaissait bien le domaine, qu'elle connaissait bien vraiment ce côté résistance, ce côté rébellion. En parlant de ce côté résistance et rébellion, ça aussi c'est vraiment incroyable. Quand j'étais en train d'en parler au début de vidéo, ça faisait vraiment, ça nous donnait vraiment un certain point de vue du côté de la rébellion et tout. En mode Kang c'est vrai, il est imposant et tout, il y avait de l'enjeu, c'était incroyable. La relation entre Cassie et Scott qui
qui tenait aussi le film, on ne va pas se mentir. Alors Cassie, c'est vrai qu'elle n'a pas eu le développement que j'aurais aimé qu'elle ait, parce que voilà, elle a été introduite, elle aimait aider les gens, elle a fini en prison parce qu'elle était en train d'aider les gens, et durant tout le film, elle voulait que son père fasse la même chose, etc., etc. Ils ont fini par sauver tout le monde quantique et tout, et ça aussi, c'était d'une symbolique incroyable, et j'ai vraiment adoré tout ceci. Pour terminer, en général, à la fin du film, on avait Scott qui faisait sans Scott, tout simplement. En fait, ça a aussi parlé de Avengers Endgame, ils ont parlé de Hulk, ils ont parlé de Rocket quand ils parlaient de son livre et tout. Ça aussi, j'ai adoré, ça faisait toujours un peu drôle. Ils ont parlé de Spider-Man, toutes ces mentions de rien du tout dans le MCU, ça fait toujours plaisir. Mais à la fin, quand ils étaient en train de refaire la toute première scène du film, il s'est dit attends, est-ce que je viens de condamner l'humanité? Il s'est posé la question des centaines de millions de fois, et là aussi, ça tease bien évidemment Avengers Kang Dynasty en mode ce n'est pas fini, Kang va revenir, il va se passer un truc. J'ai l'impression en fait qu'ils sont en train de faire un genre de parallèle entre Tony Stark et Thanos, ainsi que Ant-Man, ainsi que Kang. Je sais pas si vous avez remarqué, mais durant tout le film, j'avais vraiment remarqué beaucoup de similitudes entre Thanos ainsi que Iron Man et Ant-Man ainsi que Kang. Genre, on croyait tous que Spider-Man ou bien Doctor Strange allait être le nouvel Iron Man du MCU, mais pour le coup, j'ai bien l'impression que ça va être Ant-Man, et j'ai bien peur que Ant-Man va mourir dès le prochain film Avengers. J'ai bien peur que durant Kang Dynasty, ça va être Ant-Man qui va se sacrifier en mode c'est lui qui a condamné la Terre, il va culpabiliser et tout pour sa fille, pour Janet, pour Hope, etc. Il va se sacrifier. Je suis quasi sûr et certain que ça va arriver parce qu'ils ont fait tellement de symbolique avec cette scène. Genre Thanos, il connaissait Iron Man de réputation. Iron Man, il n'arrêtait pas de faire des cauchemars de Thanos. On a à peu près la même chose qui est en train de se passer. On a Monsieur Scott qui n'arrête pas de penser à Kang, au fait qu'il avait peut-être condamné la planète et tout. D'un côté, il se disait non, on s'en fout, mais d'un côté, c'est vrai qu'il était en train d'y réfléchir. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va mourir durant Avengers Kang Dynasty. Je veux pas qu'il crève parce que vous savez à quel point j'adore ce personnage, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je pense vraiment avoir fait le tour concernant ce film. Tout ceci pour dire, mesdames et messieurs, que ce film est très loin d'être un film dégueulasse. Il est limite incroyable, et je pèse mes mots. Pour un film Ant-Man qui allait proposer le grand Big Bad de tout le MCU, ce film est incroyable. Il a réussi à nous montrer cette imposance de Kang le Conquérant, et c'est tout ce dont on avait besoin pour un film Ant-Man. Je l'ai vraiment adoré. La seule déception, c'est qu'il n'y avait pas Louis. Louis, ça m'a un peu dérangé. Les cheveux de Hope, ça va. Bref, n'hésitez vraiment pas à me donner tous vos avis concernant ce film, si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes de la team qui a détesté le film. Bref, je veux vraiment tout savoir en bas dans les commentaires. Si vous avez des arguments, si vous avez des choses à dire, c'est dans les commentaires que ça se passe. Tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.